Tu vas payer pour avoir gâché ma vie. L'odeur m'a frappé en premier. Le parfum de Rachel mélangé à autre chose. Quelque chose de masculin. Quelque chose qui n'avait rien à faire dans ma chambre à 14 h un mardi, alors qu'elle était censée être à la réunion de préparation des funérailles de sa mère. Je me suis arrêté sur le seuil de ma propre maison, les clés encore à la main, regardant ma femme se démener pour tirer un drap sur son corps dévêtu. L'homme à côté d'elle, mon associé, mon meilleur ami depuis 15 ans, n'a même pas eu la décence d'avoir honte. Daniel, dit Rachel, sa voix assurée malgré le fait d'être prise en flagrant délit. Tu es en avance. Rick se retourna, cherchant son pantalon avec la confiance désinvolte d'un homme qui avait déjà fait ça, et ce, plusieurs fois. La circulation était plus fluide que prévu, dis-je, ma voix venant de loin. C'est là que j'ai savoir que ma vie d'avant était terminée. Rachel a toujours été une menteuse douée. C'est ce qui faisait d'elle une si bonne agente immobilière, plaisantait-elle souvent. Mais, debout là dans ma chambre, la voyant calculer mentalement son prochain mouvement, j'ai réalisé qu'elle s'était entraînée sur moi pendant des années. Ce n'est pas ce que tu crois, dit-elle, se redressant. Rick finit par trouver sa voix. Danny, écoute. Non. Je levai la main. Surtout pas. Je suis descendu dans ma cuisine, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis à la table que Rachel avait choisie il y a 3 ans lorsque nous avions rénové. La même table où nous avions planifié notre avenir, où nous avions discuté d'avoir un autre enfant, où elle m'avait embrassé au revoir ce matin et m'avait dit qu'elle m'aimait. Ils sont descendus 10 minutes plus tard, tous deux entièrement habillés, tous deux prêts avec des explications. C'est arrivé comme ça, dit Rachel. On n'a rien planifié. Depuis combien de temps, demandai-je. Elle échangea un regard avec Rick. Un autre signe révélateur. Ils avaient répété cette conversation. 6 mois, dit Rick. Mais Danny, ton mariage était déjà. Sortez de chez moi. Ma voix était calme. Trop calme. Rick hésita. L'entreprise. Sortez. Après leur départ, je suis resté seul dans ma cuisine et j'ai essayé de comprendre ce dont je venais d'être témoin. Pas l'adultère. C'était une simple trahison, mais le regard qui avait été échangé entre eux, la facilité maîtrisée de leurs mensonges, la façon dont Rachel m'avait demandé de faire ce voyage à Buffalo pour vérifier un projet de rénovation qui, maintenant que j'y pensais, aurait facilement pu être géré avec un appel téléphonique. Je suis monté dans ma chambre et j'ai défait le lit. Dans le panier à linge, j'ai trouvé des preuves d'autres visites. De l'eau de Cologne sur mes têtes d'oreiller, une eau de Cologne différente. Mon téléphone vibra. Un texto de Rachel. Il faut qu'on parle quand tu seras prêt. Je n'étais pas prêt, mais j'apprenais. Le lendemain matin, j'ai appelé pour dire que j'étais malade sur le chantier et je suis allé à mon bureau au centre-ville. Colend Associate General Contracting était mon bébé depuis 12 ans. Rick était entré en tant qu'associé silencieux il y a 3 ans lorsque nous nous étions développés dans la rénovation commerciale. Je lui faisais entièrement confiance. Présentement, j'avais besoin de voir exactement ce que cette confiance m'avait coûté. Les comptes semblaient normaux au premier coup d'œil, mais j'avais construit cette entreprise à partir de rien. Je connaissais chaque chiffre, chaque tendance. Lentement, méthodiquement, j'ai commencé à retracer les irrégularités. Une modification de contrat ici, un changement dans la structure de facturation là. Des paiements redirigés vers une filiale dont je n'avais jamais entendu parler. À midi, j'ai découvert que Rick possédait 40% de mon entreprise. D'une manière ou d'une autre, au cours de la dernière année, il avait converti ses prêts en actions. Tout parfaitement légal, selon les documents que j'avais apparemment signés. Des documents dont je ne me souvenais pas avoir signés. J'ai appelé mon avocat, Jim Pattesson, et je lui ai demandé de me rencontrer au bureau. Ces signatures semblent légitimes, dit Jim, étudiant les documents à travers ses lunettes de lecture. Elles sont attestées et notariées. Quand avez-vous signé ça? Je ne me souviens pas les avoir signés. Jim leva les yeux. Daniel, c'est grave. Si vous alléguez une fraude. Je n'allègue rien pour l'instant. J'essaie juste de comprendre comment mon associé est devenu mon patron sans que je le sache. Cet après-midi-là, j'ai engagé une détective privée nommée Sarah Chen. Elle était chère, méticuleuse et recommandée par le cabinet d'avocats de Jim. J'ai besoin de tout savoir, lui dis-je. Depuis combien de temps dure la liaison? Quels autres arrangements financiers existent? Tout.
Les enquêtes sur le mariage peuvent devenir laides, m'a-t-elle prévenu. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager dans ces Êtes-vous? J'ai pensé à la voix assurée de Rachel ce matin-là, à la façon dont Rick avait attrapé son pantalon avec désinvolture, à l'odeur de trahison dans ma propre chambre. Je suis déjà engagé, dis-je. J'ai juste besoin de savoir où ça mène. En rentrant chez moi ce soir-là, Rachel était dans la cuisine en train de préparer le dîner. Des spaghettis à la sauce à la viande, mon plat préféré. J'ai envoyé les enfants chez ma sœur, dit-elle sans me regarder. Comme ça, on peut parler. Attentionné. Elle se retourna et je vis des larmes dans ses yeux. De vraies larmes, ai-je pensé jusqu'à ce que je me souvienne à quel point elle était douée pour ça. Je sais que tu es blessé, dit-elle. Je sais que j'ai abîmé quelque chose de précieux. N'est-ce pas, Daniel? S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Mais notre mariage est plus fort que ça. On peut surmonter ça. Je me suis assis à la table. Comment? Une thérapie. Une honnêteté totale. Je couperai tout contact avec Rick. Et l'entreprise. Quelque chose traversa son visage. Qu'est-ce qu'il y a? Rick et moi sommes associés. Comment veux-tu que je coupe tout contact avec quelqu'un avec qui je travaille tous les jours? Elle servit les pâtes, ses mouvements étant prudents et délibérés. Tu pourrais le racheter avec quel argent? On a des économies. Vraiment? Un autre éclair. Bien sûr qu'on en a. Après le dîner, je suis allé dans mon bureau à la maison et je me suis connecté à nos comptes bancaires. Notre compte d'épargne, qui contenait 43 000 $ le mois dernier, affichait maintenant un solde de 800 $. Notre compte courant juin avait été vidé, à l'exception du minimum requis pour le maintenir ouvert. Mon compte professionnel affichait plusieurs virements importants vers des comptes que je ne reconnaissais pas. Je me suis assis sur ma chaise, fixant l'écran, et j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas une simple liaison. C'était un travail de démolition. Et il m'avait laissé découvrir l'épave. Mon téléphone vibra. Un texto provenant d'un numéro inconnu. Vérifie le garage. Je suis sorti dans notre garage détaché, j'ai allumé les lumières et j'ai trouvé mes boîtes à outils vides. Mon équipement, des milliers de dollars d'outils de construction professionnelle, avait disparu. À leur place, il y avait une note écrite de la main de Rachel. Désolé, on t'expliquera tout demain. R. Je suis resté debout dans mon garage vide, entouré des contours fantomatiques de l'équipement que j'avais passé des années à collectionner et j'ai réalisé que demain serait peut-être trop tard pour les explications. Il ne se contentait pas de me trahir, il m'effaçait. Les papiers de divorce sont arrivés par courrier recommandé le lendemain matin. Rachel avait déposé la demande en premier, invoquant des différends irréconciliables et demandant la garde complète de nos 2 enfants en raison de mon comportement récent erratique et menaçant. J'ai lu la requête 2 fois, essayant de comprendre l'homme décrit dans le langage juridique. Selon la déclaration sous serment de Rachel, j'étais instable, financièrement irresponsable et j'avais menacé à la fois elle et Rick lors de notre dernière conversation. L'homme dans ces papiers n'était pas moi, mais légalement, il était sur le point de le devenir. J'ai appelé Jim Pattesson. Elle a agi vite, dit-il après avoir examiné les documents. Cette requête a été préparée il y a des semaines, peut-être des mois avant que vous ne les surpreniez. Presque certainement, Daniel, cela ressemble à un effort coordonné. Quelqu'un lui a conseillé d'établir une trace écrite avant que vous ne découvriez la liaison. Quel genre de trace écrite? Des dossiers médicaux montrant de l'anxiété et de la dépression. Des captures d'écran de textos prétendument menaçants. Des relevés financiers montrant des dépenses irresponsables de votre part. J'ai senti le froid dans ma poitrine se propager. Je n'ai jamais envoyé de messages menaçants et quelles dépenses irresponsables? Selon ceci, vous jouez en ligne. Des pertes importantes au cours des 6 derniers mois. J'ai bientôt ri. Je n'ai jamais joué en ligne de ma vie. Quelqu'un l'a fait. En utilisant vos informations. Cet après-midi-là, Sarah Chen m'a appelé avec son rapport préliminaire. La liaison dure depuis au moins 18 mois, dit-elle, j'ai des photos, des relevés de cartes de crédit montrant des visites à l'hôtel, des frais de restaurant. Mais Daniel, ce n'est pas la partie la plus intéressante. Qu'est-ce que c'est? Votre femme rencontre régulièrement une avocate spécialisée dans le divorce nommée Margaret Hoffman. Un cabinet haut de gamme, très cher. Ces réunions ont commencé il y a 8 mois avant qu'elle ne dépose la demande.
Bien avant. Elle planifie ce divorce auparavant de commencer la liaison. Ou au moins depuis le tout début de la liaison. J'ai absorbé ça. Quoi d'autre? Rick a liquidé des actifs. Il a vendu sa maison le mois dernier à une société écran. Pareil pour son bateau et ses propriétés locatives. Tout est transféré vers des comptes offshore. Il fuit. Plus probablement, il cache des actifs avant que votre partenariat commercial ne devienne compliqué. Il y a autre chose, cependant. Votre femme a acheté un chalet dans les Adirondacks, il y a 3 semaines. À votre nom? À mon nom? Elle avait des procurations. Encore une fois, tout parfaitement légal. Le chalet est isolé, à environ 2 heures au nord d'Albany. Aucun voisin à des kilomètres. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans mon bureau vide et j'ai essayé de comprendre l'ampleur de ce qui m'arrivait. Ce n'était pas juste une trahison. C'était un démantèlement systématique de ma vie, soigneusement planifié et exécuté avec précision. Mon téléphone sonna. Rick. Danny, il faut qu'on parle. Vraiment? Ça dégénère. Rachel a demandé le divorce et maintenant, il y a des avocats impliqués. On peut arranger ça entre nous. Comment? Rencontre-moi ce soir, au Diversity Inn. 21h. Juste toi et moi. J'ai failli dire oui. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Eric était mon ami depuis 15 ans. Puis je me suis souvenu des boîtes à outils vides dans mon garage. Je vais y réfléchir, dis-je et je raccrochai. Au lieu de rencontrer Eric, je suis allé en voiture à l'appartement de mon frère Calvin de l'autre côté de la ville. Calvin avait 5 ans de plus, récemment libéré sur parole après avoir purgé 3 ans pour agression. Nous ne nous étions pas parlé depuis sa sortie il y a 6 mois. Oh, regarde ce que le chat a traîné, dit-il en ouvrant sa porte. L'appartement de Calvin était spartiate, mais propre. La prison lui avait appris à vivre avec moi. Elle lui avait aussi appris des choses que je commençais à penser que j'avais besoin de savoir. J'ai besoin de conseils, dis-je. Il écouta sans interruption pendant que j'expliquais la situation. Quand j'eus fini, il resta silencieux durant un long moment. Il te tend un piège, finit-il par dire. Pourquoi? Quelque chose de grave. Le chalet, les mouvements financiers, les papiers de divorce. Il crée un récit. Un mari instable, des problèmes financiers, un accès à un endroit isolé. Il fit une pause. D'après mon expérience, quand les gens commencent à construire des histoires comme ça, c'est parce qu'ils prévoient d'en avoir besoin. Tu penses qu'ils veulent ma mort? Je pense qu'ils veulent que tu disparaisses définitivement. Que cela signifie disparu, emprisonné ou mort, cela n'a pas d'importance pour eux. Le résultat est le même. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air d'octobre à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? Calvin sourit pour la première fois depuis mon arrivée. Tu les bats à leur propre jeu. Mais d'abord, tu dois cesser de penser comme l'ancien Danny. L'ancien Danny était juste, confiant, il respectait les règles. L'ancien Danny vient de se faire avoir par des gens qu'il aimait. Alors, qui dois-je devenir? Quelqu'un qui comprend que quand les gens essaient de t'enterrer, tu peux soit rester enterré, soit te frayer un chemin vers la sortie. Mais si tu te ferais un chemin vers la sortie, tu ferais mieux de t'assurer qu'ils ne peuvent plus jamais essayer de t'enterrer à nouveau. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai planifié au matin, j'avais rempli 17 pages de notes, de chronologie et de stratégie. L'ancien Daniel Cole était officiellement mort. Il était temps de voir ce que le nouveau pouvait faire. La première chose que j'ai faite a été de visiter un magasin d'électronique et d'acheter du matériel de surveillance. De minuscules caméras, des enregistreurs vocaux, des trackers GPS. Le genre de choses dont je n'aurais jamais imaginé avoir besoin dans ma propre maison. La deuxième chose que j'ai faite a été de commencer à faire semblant d'être brisé. Je n'arrive pas à croire que ça arrive, dis-je à Rachel autour d'un café le lendemain matin. Ma voix se brisa juste ce qu'il fallait, pas trop, mais ahudée. Visiblement tendue. Daniel, je sais que c'est dur. 15 ans, dis-je, laissant mes épaules s'affaisser. 15 ans de mariage et je n'ai jamais vu ça venir. Quel genre d'homme ça fait de moi? Quelque chose a changé dans son expression. Pas de la culpabilité, du calcul. Elle était en train de réévaluer son approche, se basant sur ma faiblesse apparente.
Tu es un homme bien qui a fait confiance aux mauvaises personnes, dit-elle, tendant la main pour toucher la mienne. Ce n'est pas ta faute. La sympathie dans sa voix était si parfaitement orchestrée que j'ai failli y croire moi-même. Je n'arrête pas de penser à ce que j'aurais pu faire différemment, continuai-je. Peut-être si je t'avais accordé plus d'attention au lieu de m'occuper de l'entreprise. Sûrement si j'avais été un meilleur mari. Il ne s'agit pas de savoir si tu es un meilleur mari. Il s'agit de moi qui fais de mauvais choix. Je la regardais, laissant transparaître la confusion et la douleur dans mes yeux. Alors pourquoi divorces-tu? Si c'est ta faute, pourquoi est-ce moi qui perds tout? Pendant un bref instant, son masque est tombé. J'ai vu de l'agacement traverser son visage avant que l'expression d'épouse inquiète ne revienne. Nous avons tous les deux besoin de temps pour déterminer ce que nous voulons. Elle a dit que le divorce ne doit pas être permanent. C'est juste de l'espace. Cet après-midi-là, pendant que Rachel était au travail, j'ai installé des caméras dans toute la maison, cachées dans les détecteurs de fumée, derrière les cadres de tableaux, à l'intérieur des bases de lampes. J'ai testé chacune d'elles à distance, m'assurant que je pouvais accéder au flux depuis mon téléphone. Puis j'ai rendu visite à ma comptable, Maria Santon. Daniel, je dois vous demander. Avez-vous effectué d'importants retraits d'espèces récemment? Que voulez-vous dire? Elle m'a montré des relevés bancaires que je n'avais jamais vus. Au cours des 4 derniers mois, quelqu'un avait retiré des sommes importantes de nos comptes. Toujours juste en dessous de 10 000 $, le seuil de déclaration fédérale. Ces retraits ont été effectués avec votre carte de débit et votre code PIN, a-t-elle dit. J'ai regardé les relevés. 47 000 $ envolés. Je n'ai pas effectué ces retraits. Les transactions ont été autorisées avec votre carte et votre code PIN. Pensez-vous que quelqu'un d'autre a accès à ces informations? J'ai pensé à Rachel qui s'occupait des opérations bancaires, au fait qu'elle connaissait tous mes mots de passe, toutes mes informations personnelles, aux documents de procuration dont Sarah avait parlé. Je pense que quelqu'un a accès à tout. J'ai dit que ce soir-là, Rachel est rentrée à la maison avec des plats chinois à emporter et une bouteille de vin. Elle faisait des efforts, le genre d'effort qui ressemble à un dîner d'adieu. J'ai réfléchi à ce que tu as dit ce matin, commença-t-elle, à propos de notre besoin d'essayer plus fort. Vraiment? Peut-être que nous nous sommes précipités vers le divorce et peut-être devrions-nous essayer une thérapie de couple d'abord. J'ai hoché la tête avec empressement, jouant le mari désespéré. Je ferai n'importe quoi pour sauver notre mariage. Elle a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Il y a juste une chose. Je pense que tu dois prendre du temps pour travailler sur toi-même d'abord. Sûrement rester ailleurs pendant un certain temps. Où irai-je? J'ai trouvé un endroit, une cabane dans le nord de l'État. Ce serait parfait pour que tu te changes les idées. La cabane qu'elle avait achetée à mon nom. L'endroit isolé sans voisins à des kilomètres à la ronde. Je ne sais pas, dis-je. Être seul en ce moment ne me semble pas être une bonne idée. Daniel, je suis inquiète pour toi. Vraiment inquiète. Tu agis différemment ces derniers temps. Autrement comment? En colère, paranoïaque. Hier, tu m'as accusé de voler sur nos comptes. Je n'ai jamais. Tu l'as fait et, franchement, ça m'a fait un peu peur. J'ai laissé mon visage se détendre sous l'effet de la confusion et de la douleur. Je suis désolé. Je ne me souviens pas avoir dit ça. C'est ce qui m'inquiète. Je pense que le stress affecte ta mémoire, ton jugement. Elle était bonne. Très bonne. Mais j'apprenais à être meilleur. Peut-être que tu as raison. J'ai dit que sûrement un peu de temps seul m'aiderait à me remettre les idées en place. Un éclair de soulagement a traversé son visage. Je vais t'aider à faire tes valises. Cette nuit-là, j'ai chargé ma voiture de vêtements et d'objets personnels pendant que Rachel regardait depuis le porche. Pour n'importe quel observateur, cela ressemblait à un homme brisé quittant son foyer. En réalité, je me mettais en position. La cabane était exactement comme Sarah l'avait décrite, isolée, reculée, avec une seule route d'accès et aucune couverture de téléphone portable, parfaite pour faire disparaître quelqu'un. J'ai passé la nuit à installer du matériel de surveillance supplémentaire sur toute la propriété. Des caméras dans les arbres, des détecteurs de mouvement le long de la route d'accès, des appareils d'enregistrement dans chaque pièce. S'il prévoyait d'utiliser cet endroit contre moi, je voulais avoir des preuves de tout. Le lendemain matin, j'ai appelé Calvin depuis la ligne fixe. Phase 1 terminée,
lui dis-je. Je suis en position. Tu es sûr de ça? Ils veulent que je sois isolé et vulnérable, alors je vais leur donner isolé et vulnérable, mais à mes conditions. Et si les choses tournent mal, je regardais par la fenêtre la forêt vide entourant la cabane. Alors, au moins, je serai aux premières loges pour mon propre enterrement. L'attaque est arrivée plus tôt que je ne le pensais. J'étais à la cabane depuis 3 jours à jouer le rôle du mari brisé quand Rachel a appelé avec de l'inquiétude dans sa voix. « Daniel, j'ai reçu un appel d'un de tes employés. Tu as manqué la réunion du projet Anderson hier. J'ai oublié. Tu n'oublies jamais le travail. Jamais. Eh bien, c'est ce qui s'est passé cette fois-ci. Je suis inquiète de te savoir seul là-haut. Tu devrais peut-être rentrer à la maison. Je pensais que tu voulais de l'espace. Je voulais que nous ayons tous les deux de l'espace pour réfléchir, mais maintenant, je me demande si l'isolement n'aggrave pas les choses. Cet après-midi-là, Rick s'est présenté à la cabane. Je l'ai observé à travers mes caméras de surveillance alors qu'il garait son camion et s'approchait de la porte d'entrée. Il était seul, ce qui m'a surpris. Il avait aussi un sac de sport, ce qui ne m'a pas surpris. Danny, a-t-il frappé? C'est moi. Rachel m'a demandé de venir voir comment tu allais. J'ai ouvert la porte, en m'assurant d'avoir l'air débraillé et vaincu. Que veux-tu, Rick? M'excuser et essayer de réparer ce gâchis. Je l'ai laissé entrer. Il a regardé autour de lui la cabane spartiate avec une inquiétude apparente. Bon sang, Danny, cet endroit est déprimant. Ça correspond à mon humeur. Écoute, ce qui s'est passé entre Rachel et moi, c'était une erreur. Une énorme erreur. Mais ça ne doit pas détruire tout ce que nous avons construit. Tout ce que nous avons construit. J'ai fait un geste vers la cabane vide. Tu veux dire ça? Mon exil. Je veux dire l'entreprise, notre amitié, ton mariage. Mon mariage est terminé, Rick. Tu t'en es assuré. Il a posé son sac de sport sur la table de la cuisine. Ça ne doit pas être le cas. Rachel t'aime encore. Elle est confuse, mais elle t'aime. Alors pourquoi divorce-t-elle? Parce qu'elle a peur. Elle pense que tu as une sorte de dépression. J'ai laissé mes épaules s'affaisser davantage. Peut-être que c'est le cas. C'est pour ça que je suis là, pour t'aider à te remettre sur les rails. Il a ouvert le sac de sport et a sorti une bouteille de whisky. Du bon whisky. Le genre que nous buvions après avoir terminé de grands projets. Tu te souviens quand nous avons terminé la rénovation des Morions? A-t-il demandé en ouvrant la bouteille? Nous nous sommes assis dans la maison vide et avons bu une bouteille entière de ce truc, en parlant de nos rêves. Je me souviens. Nous allions construire quelque chose de durable, un héritage. Il a versé 2 généreux verres et m'en a tendu un. Pour réparer ce qui est cassé, dit-il en levant son verre. J'ai levé le mien, mais je n'ai pas bu. Rick, je peux te demander quelque chose? N'importe quoi. Quand as-tu décidé de voler mon entreprise? Sa main s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Les transferts d'actions, les filiales, les comptes offshore. Quand as-tu décidé de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé? Il a posé son verre. Danny, tu ne penses pas clairement. Je pense plus clairement que je ne l'ai fait depuis des mois. Tu planifies ça depuis plus d'1 an. L'affaire avec Rachel n'était qu'une partie de ça. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que tu as liquidé tous tes biens. Je sais que Rachel rencontre des avocats spécialisés dans le divorce auparavant que vous deux ne commenciez à coucher ensemble. Je sais pour l'achat de la cabane et les documents de procuration. L'expression de Rick s'est durcie. Le masque de l'ami inquiet est tombé, révélant quelque chose de plus froid en dessous. Quel est ton but, Danny? Mon but est que tu es ici pour m'éliminer. Il a ri, mais cela semblait forcé. C'est fou. Vraiment? Endroit isolé, pas de témoins, histoire commode sur ma dépression nerveuse. Tu as probablement des pilules dans ce sac pour faire croire à une autodestruction. Tu es paranoïaque. Réellement? Alors pourquoi ne bois-tu pas ton whisky? Rick a regardé son verre intact. Quoi? Tu as versé 2 verres, mais tu n'as pas pris une gorgée. Si ce n'est qu'une visite amicale, pourquoi ne bois-tu pas? J'essaie de rester concentré. Tu essaies de rester sobre pendant que tu attends que je perde connaissance. Qu'est-ce qu'il y a dedans, Rick?
Des somnifères? Quelque chose de plus fort? Rick s'est levé lentement. Danny, tu as besoin d'aide. De l'aide réelle. J'ai besoin de beaucoup de choses, mais l'aide de ta part n'en fait pas partie. Je suis venu ici pour sauver notre amitié. Non, tu es venu ici pour éliminer les boulaches. Mais il y a un problème avec ton plan. Lequel? J'ai cessé d'être un boulache il y a 3 jours. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré le flux de surveillance en direct de l'extérieur de la cabane. Son camion était clairement visible avec sa plaque d'immatriculation et l'horodatage. Souris, dis-je. Tu es filmé. Rick s'est jeté sur moi, mais j'étais prêt. La prison avait appris à Calvin comment se battre et Calvin m'avait appris. Rick a heurté le sol avec force, du liquide coulant de son nez. Le whisky est sédaté, dis-je, debout au-dessus de lui. Mais les pilules viennent de ton sac, pas du mien. Tes empreintes sont partout dessus. Il a essayé de se relever, mais j'ai posé mon pied sur sa poitrine. Reste à terre. Nous n'avons pas fini de parler. Tu es fou. Non, je suis méthodique. Tu vois, pendant que toi et Rachel planifiez mon décès, j'ai planifié ma résurrection. Et la première étape consiste à m'assurer que tout le monde sache que tu as essayé de m'éliminer. J'ai appelé le 911 depuis la ligne fixe. Je dois signaler une tentative d'homicide, ai-je dit au répartiteur. Les yeux de Rick s'écarquillèrent. Danny, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un arrangement. Nous avions 15 ans pour trouver un arrangement. Tu as choisi différemment. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Ils ont trouvé Rick sur le sol avec un nez cassé, un sac de sédatifs sur ordonnance avec ses empreintes digitales et une bouteille de whisky sédaté. Ils m'ont trouvé secoué, mais cohérent avec plusieurs appareils d'enregistrement capturant toute la rencontre. Il a avoué avoir planifié ça avec ma femme, ai-je dit à l'agent enquêteur. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de moi hors du chemin en permanence. Nous aurons besoin que vous veniez au poste et fassiez une déclaration formelle. L'officier a dit, bien sûr, mais d'abord, je dois appeler mon avocat et ma femme. Elle doit savoir que son petit ami vient d'essayer de m'homicide. Alors qu'ils emmenaient Rick menotté, il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect. Tu as joué ça parfaitement, a-t-il dit. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Toi et Rachel m'avez appris que la seule façon de survivre est d'être plus impitoyable que les gens qui essaient de vous détruire. Cette nuit-là, j'ai appelé Calvin. Phase 2 terminée, lui dis-je. Comment te sens-tu? J'ai regardé autour de la cabane vide, pensant à la vie que j'avais perdue et à l'homme que j'étais devenu. Libre, ai-je dit. Pour la première fois depuis des mois, je me sens libre. La réaction de Rachel à l'arrestation de Rick était tout ce que j'espérais et plus encore. Elle m'a appelé en criant à 2 heures du matin, me réveillant du premier sommeil paisible que j'avais eu depuis des semaines. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle exigé. Je me suis défendu. Rick a dit que tu l'avais piégé. Rick a essayé de me droguer et de faire croire à une autodestruction. La police a les preuves. C'est impossible. Rick ne ferait jamais. Rick ne ferait jamais quoi? Me voler, coucher avec ma femme, planifier mon homicide parce qu'il a fait les 3 au cours des 18 derniers mois. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Puis, tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. Non, je ne le suis pas. Cet homme était faible et confiant. Cet homme apprend de ses erreurs. Elle a raccroché. Le lendemain matin, Calvin a appelé avec une mise à jour. Rick a été libéré sous caution, a-t-il dit. Son avocat l'a fait sortir pour des accusations de coups et blessures au lieu de tentative d'homicide, mais il a de plus gros problèmes maintenant, comme le fait que le bruit court sur ce qu'il a essayé de faire. Ses contacts commerciaux sont nerveux. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui drogue ses partenaires. C'était exactement ce que j'espérais. Dans une petite ville comme la nôtre. À l'époque, la réputation était primordiale. L'arrestation de Rick n'allait pas seulement nuire à sa situation juridique, elle allait détruire ses relations professionnelles. Et Rachel? Elle a engagé un cabinet de gestion de crise, essayant de prendre ses distances publiquement avec Rick tout en maintenant son récit de victime en privé. Malin. Ouais, enfin, tu l'as bien formé, mais moi aussi, j'ai été occupé. Calvin avait bossé sur ses propres plans pendant que j'étais au chalet. Ses contacts en prison lui avaient appris des choses sur la manipulation financière qu'aucun programme de MBA ne couvre.
Tu te souviens de ces comptes offshore que Rick avait ouverts, a-t-il demandé. Quoi ces comptes? Disons simplement qu'ils ne sont pas aussi sûrs qu'il le pensait. Mon ami Victor est très doué avec les ordinateurs. Victor était le compagnon de cellule de Calvin, un criminel en col blanc spécialisé dans le détournement de fonds d'entreprise avant de se faire prendre. Il était aussi, selon Calvin, un génie de l'informatique légale. Qu'est-ce que Victor a trouvé? Des preuves que Rick détourne de l'argent depuis plus que ton entreprise. Il a au moins 6 autres victimes, de petits entrepreneurs qui lui ont confié leur capital d'investissement. Pour combien? Estimation prudente? 2 millions de dollars sur les 3 dernières années. J'encaisse ça. C'est du fédéral. C'est la prison à Vicile et reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Et tu partages ces informations avec les autorités. Un tuyau anonyme à l'unité des crimes financiers du FBI. Ils adorent ce genre d'affaires. Piste de papier clair, multiples victimes, fraude électronique interétatique. Cet après-midi-là, je suis retourné en ville et j'ai rencontré mon avocat pour discuter de la procédure de divorce. L'arrestation de Rick change considérablement les choses. Jim a dit que le tribunal va avoir une visie très différente des allégations de Rachel concernant ton état mental. Comment ça? Si son petit ami a essayé de t'éliminer, cela sape sa crédibilité sur tes prétendues menaces et ton comportement erratique. On dirait de la projection. Et la garde? On va déposer une requête en modification urgente de la garde en raison de l'association de Rachel avec des criminels violents et de son manque de discernement manifeste dans la protection des intérêts des enfants? Les enfants, Emma, 12 ans, et Jake, 10 ans. Ils étaient chez la sœur de Rachel depuis l'arrestation, protégés du pire du chaos, mais certainement conscients que quelque chose n'allait pas. Je veux les voir, dis-je. C'est compliqué en ce moment. Rachel a une ordonnance restrictive temporaire affirmant que tu es instable. Sur quelle base? Son témoignage et certains textos prétendument envoyés. J'aimerais voir ces messages. Jim a sorti un dossier. Voici les captures d'écran que Rachel a fournies au tribunal. Je les ai lues attentivement. Selon les preuves, j'aurais envoyé à Rachel des dizaines de messages menaçants et injurieux au cours du dernier mois. Des messages remplis de grossièreté, de menaces de violence et d'exigences de plus en plus déments. Je n'ai pas envoyé ça, dis-je. Tu peux le prouver? Je peux prouver que j'étais au chalet sans couverture réseau quand la moitié de ces messages étaient censés avoir été envoyés. Je peux aussi prouver que quelqu'un a accédé à mes comptes sans autorisation. C'est un bon début. Mais Daniel, je dois te demander, y a-t-il une possibilité que tu aies envoyé ces messages pendant une période de stress et que tu ne t'en souviennes pas? Je l'ai regardé attentivement. Jim, tu penses que je fais une dépression nerveuse? Je pense que tu es soumis à un stress énorme et que tu le gères remarquablement bien, tout bien considéré, mais le tribunal ne te connaît pas comme moi. Ce soir-là, je suis retourné chez moi. Chez moi, pas au chalet, pour la première fois depuis l'arrestation de Rick. Rachel était là, en train d'emballer des cartons dans le salon. Tu ne peux pas être ici, a-t-elle dit quand elle m'a vu. J'ai une ordonnance restrictive. C'est ma maison. Le tribunal en décide autrement. Le tribunal a émis une ordonnance temporaire basée sur de fausses preuves. Mon avocat dépose une requête pour la faire annuler demain. Elle a continué à emballer, ses mouvements étaient brusques et pleins de colère. Où sont les enfants? Ai-je demandé. En sécurité. Ce n'est pas une réponse. Ils ont peur, Daniel. Peur de ce que tu es devenu. Ont-ils vu les prétendus textos que je suis censé avoir envoyés? Elle s'est figée. Quoi? Les messages que tu as fabriqués pour obtenir l'ordonnance restrictive? Tu as montré ça à nos enfants? Je n'ai rien fabriqué. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré les métadonnées que Sarah avait extraites de mes relevés téléphoniques. Ces messages ont été envoyés depuis des appareils que je n'ai jamais possédés, depuis des endroits où je ne suis jamais allé, à des moments où je peux prouver que j'étais ailleurs. Tu veux expliquer ça? Le visage de Rachel est devenu pâle. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Tout comme tu étais au courant pour le chalet. Tout comme tu étais au courant du plan de Rick. La seule question est de savoir si tu étais une participante active ou juste une idiote utile. Dégage. C'est ma maison. Plus maintenant. On verra bien. Je l'ai laissé là avec ses cartons et j'ai conduit jusqu'à un motel de l'autre côté de la ville.
Il était temps de passer à la phase 3. La descente du FBI dans le bureau de Rick a eu lieu à l'aube un mardi. J'ai regardé depuis l'autre côté de la rue des agents fédéraux emporter des cartons de documents, des disques durs d'ordinateur et des documents financiers. Rick se tenait sur le parking, menotté, son avocat parlant d'urgence avec l'agent principal. À midi, l'histoire était partout dans les nouvelles locales. Rick Patterson, homme d'affaires local en vue, arrêté pour des accusations fédérales de fraude électronique, de blanchiment d'argent et de racket. L'enquête s'était étendue à ses partenaires commerciaux et associés, dont Rachel, dont la licence d'agent immobilier avait été suspendue en attendant l'issue de l'enquête. Je déjeunais au Murphy Dîner quand elle a appelé. « Tu as fait ça ?» a-t-elle dit sans préambule. « J'ai fait quoi ?»« Tu as détruit Rick. Tu m'as détruite. Tu as détruit notre famille. Je me suis défendu contre des gens qui ont essayé de me détruire en premier. Le FBI a saisi mes ordinateurs. Ils ont gelé mes comptes. Je ne peux pas travailler. Je ne peux pas payer mon avocat. Je ne peux même pas accéder à mon propre argent. Ça te rappelle quelque chose? J'ai des enfants à charge. Nos enfants. Et ils iront bien une fois qu'ils vivront avec leur père au lieu de leur mère criminelle. Espèce d'idiote. Ce n'est pas moi qui ai commis des crimes fédéraux, Rachel. Je suis juste celui qui s'est assuré que les autorités l'aidaient. Couvre. Cet après-midi-là, j'ai rencontré une psychologue pour enfants recommandée par mon avocat. Le docteur Elizabeth Warren était spécialisée dans les évaluations de garde et avait 40 ans d'expérience. Vos enfants sont confus et effrayés, m'a-t-elle dit après avoir passé 2 heures avec Emma et Jake. Ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents se disputent ou pourquoi le petit ami de leur mère est en prison. Que comprennent-ils? Ils comprennent que leur vie a été bouleversée. Emma n'arrête pas de demander quand les choses reviendront à la normale. Jake fait des cauchemars. Quel genre de cauchemars? Des rêves d'homme méchant qui emmène son père. Des rêves avec lesquels sa mère pleure. Il a intériorisé beaucoup de culpabilité à propos de la situation. Culpabilité? Les enfants se blâment souvent quand leurs parents divorcent. Ils pensent que s'ils avaient été de meilleurs enfants, leurs parents seraient toujours ensemble. J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Dans toute ma planification de la vengeance contre Rachel et Rick, je n'avais jamais pensé à l'impact que cela aurait sur Emma et Jake. Que puis-je faire? Être leur père, pas leur sauveur, pas leur protecteur contre leur mère, juste leur père. Ils ont besoin de stabilité et de constance plus que d'explications sur les problèmes d'adultes. Ce soir-là, j'ai obtenu un droit de visite supervisé avec mes enfants. Nous nous sommes rencontrés dans un centre familial du centre-ville, en présence d'un travailleur social pour observer notre interaction. Emma m'a immédiatement serré dans ses bras, mais Jake a hésité. « Papa, pourquoi tout le monde est en colère contre toi ?» a demandé Emma. « C'est compliqué, ma chérie. Parfois, les adultes ont des désaccords qui dégénèrent. C'est à cause de Monsieur Rick ?» J'ai jeté un coup d'œil au travailleur social qui a hoché la tête d'un air encourageant. Monsieur Rick a fait des choses qui ont blessé notre famille, ai-je dit prudemment. Mais ce n'est pas votre faute, et ce n'est pas quelque chose dont vous devez vous inquiéter. Maman a des ennuis, a demandé Jake. Maman a des problèmes en ce moment, mais elle vous aime beaucoup. Est-ce que maman et toi allez divorcer? Oui, mais cela ne change rien à l'amour que nous vous portons tous les deux. Nous avons passé l'heure suivante à colorier, à jouer à des jeux de société et à parler de l'école, des choses normales de père. Pendant un bref instant, j'ai oublié la vengeance et les enquêtes fédérales, et je me suis contenté d'être leur père. À la fin de la visite, Emma s'est accrochée à moi. « Quand est-ce qu'on rentre à la maison ?» a-t-elle demandé. « Bientôt, j'espère. » Ce soir-là, j'ai appelé Calvin. « Comment tu fais pour vivre avec ça ?» ai-je demandé. « Vivre avec quoi? Les dommages collatéraux, les innocents qui sont blessés quand tu mènes ta guerre. » Calvin est resté silencieux pendant un long moment. « Tu veux savoir la vérité? Tu ne vis pas avec. Tu décides juste si la guerre vaut la peine d'être menée. Et si c'est le cas, alors tu la mènes et tu gères les conséquences plus tard. Mais Danny, tu dois être honnête sur ce pourquoi tu te bats. La justice, mon cul. La justice, c'est Eric qui allait en prison et Rachel qui perdait le divorce. Tu as obtenu ça il y a 3 coups. Ce que tu fais maintenant, c'est de la punition. Il avait raison et nous le savions tous les deux. Ils ont essayé de me détruire, dis-je.
Et tu les as détruits en retour. La question est, quand est-ce que ça s'arrête? Je n'avais pas de réponse. La mort professionnelle de Rachel est arrivée lentement, puis d'un seul coup. Le journal local a publié un article en première page sur l'enquête du FBI, avec des photos de son bureau en train d'être fouillé et des citations de sources anonymes sur son implication dans les combines financières de Rick. Jeudi, 3 de ses plus gros clients immobiliers avaient résilié leur contrat. Vendredi, son agence l'avait suspendu indéfiniment. Les rumeurs ont commencé petit. Des conversations chuchotées à la sortie de l'école, des regards de côté à l'épicerie, d'anciens amis qui se souvenaient soudainement de rendez-vous urgents quand ils la virent arriver. Mais les rumeurs dans une ville comme la nôtre ne restent pas petites. La semaine suivante, tout le monde savait que Rachel Cole avait couché avec le partenaire commercial de son mari tout en l'aidant à voler des entrepreneurs locaux. Tout le monde savait que son petit ami avait essayé d'homicide son mari. Tout le monde savait que le FBI enquêtait sur ses finances. Que tout cela soit vrai ou non n'avait pas d'importance. Dans une petite ville, la perception devient la réalité, et la réalité devient permanente. J'ai regardé ça se produire de loin, ressentant à la fois de la satisfaction et du dégoût de voir à quelle vitesse la communauté s'est retournée contre elle. C'étaient des gens qui avaient souri à Rachel lors des événements de l'église, qui avaient acheté des maisons par l'intermédiaire de son agence, qui avaient invité notre famille à des barbecues et des fêtes d'anniversaire. Maintenant, ils chuchotaient à son sujet comme si elle était une étrangère. Le point de rupture est survenu lors d'une réunion de l'association des parents d'élèves à l'école primaire. Emma était en 6e et Jake en 4e. Rachel avait été la mère de classe pour la classe de Jake et la trésorière de l'association des parents d'élèves. Elle avait organisé des collectes de fonds, encadré des sorties scolaires, cuisiné des biscuits pour chaque événement scolaire. Rien de tout cela n'avait d'importance présentement. J'ai entendu parler de la réunion par Sarah Chen, qui avait surveillé les apparitions publiques de Rachel. Elle a essayé d'assister à la réunion mensuelle habituelle. Sarah a rapporté qu'elle voulait apparemment discuter de la collecte de fonds du carnaval de printemps. Comment ça s'est passé? À peu près comme on pouvait s'y attendre. 3 parents se sont levés et sont partis quand elle est entrée. Le directeur lui a demandé de sortir. À la fin de la réunion, une motion a été déposée pour la retirer de tous les postes de bénévolat. Est-ce que c'est passé? À l'unanimité. Ce soir-là, Rachel m'a appelé depuis la maison de sa sœur. Emma est rentrée à la maison en pleurant aujourd'hui, a-t-elle dit sans préambule. Que s'est-il passé? Les enfants à l'école disent des choses sur moi, sur Rick, sur notre famille. Quel genre de choses? Que je suis une criminelle, que j'ai essayé de te faire éliminer, que je suis une mauvaise mère. J'ai senti cette torsion dans ma poitrine à nouveau. Les enfants peuvent être cruels. Ce ne sont pas des enfants, Daniel. Ce sont les parents qui parlent et leurs enfants le répètent. Emma m'a demandé si j'allais en prison. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que je pouvais lui dire? Je ne sais même plus. Il y a eu un long silence. Je veux conclure un marché, a-t-elle dit à la fin. Allié. Quel genre d'accord? Je te donnerai tout ce que tu voudras. La maison, les enfants, l'entreprise. Je témoignerai même contre Rick si ça peut t'aider. Fais juste que ça s'arrête. Je ne peux pas faire que ça s'arrête. Rachel, c'est toi qui as mis tout ça en branle quand tu as décidé de me trahir. Je n'ai jamais voulu que personne soit blessé. C'est un mensonge. Tu voulais que je sois blessé. Tu voulais que je disparaisse. Tu voulais tout ce que j'avais construit, et tu étais prête à me détruire pour l'obtenir. Tu as raison. Sa voix s'est brisée. Tu as absolument raison. Et je suis désolé. Je suis tellement désolé, Daniel. C'était la première fois qu'elle l'admettait. La première fois qu'elle disait la vérité sur quoi que ce soit. Tes excuses ne réparent pas ce que tu as cassé. J'ai dit, je sais, mais peut-être que c'est un début. Après qu'elle a raccroché, je suis resté assis dans ma chambre de motel et j'ai essayé de comprendre ce que je ressentais. Satisfaction, victoire, regret? Surtout, je me sentais vide. Calvin a frappé à ma porte 1 heure plus tard. J'ai entendu dire que tu avais eu une conversation avec Rachel. Il a dit, comment as-tu? Laisse tomber. Oui, elle est brisée. Bien. Est-ce parce que tes enfants sont brisés aussi? Il avait raison. Emma et Jake étaient des victimes collatérales d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas.
Ils subissaient les conséquences des choix faits par des adultes qui étaient censés les protéger. La conseillère d'orientation m'a appelé aujourd'hui. J'ai dit, Jake se comporte mal, se bat avec les autres enfants, refuse de faire ses devoirs. Les notes d'Emma baissent. Les enfants sont résistants, n'est-ce pas? Ou est-ce qu'on se dit juste ça parce que c'est plus facile que d'admettre qu'on a foiré leur vie? Calvin s'est assis en face de moi. Tu veux savoir ce que j'ai appris en prison? Quoi? Qu'il y a une différence entre la justice et la vengeance? La justice rétablit l'équilibre. La vengeance ne fait que causer plus de dégâts. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis que tu as eu ta justice. Rick va en prison. Rachel a tout perdu. Ton entreprise est de nouveau à toi. Tes enfants seront de nouveau à toi. Et tout le monde sait que tu étais la victime, pas l'auteur. Mais si tu continues à insister, si tu continues à les enfoncer, tu vas devenir ce que tu combattais. Et si j'arrête, alors peut-être que tes enfants retrouveront leur père. Le vrai, pas le fantôme en colère que tu es devenu ces derniers temps. Ce week-end-là, j'ai obtenu un droit de visite avec nuitée avec Emma et Jake. Nous sommes allés dans mon nouvel appartement. J'avais quitté le motel pour un appartement de 2 chambres à l'autre bout de la ville et j'essayais de faire comme si tout était normal. Emma m'a aidé à faire des crêpes pour le petit déjeuner. Jake m'a montré un dessin qu'il avait fait de notre famille. Des bonshommes allumettes debout devant une maison. Tout le monde souriait. Où est maman sur le dessin, ai-je demandé. Elle est au travail. A-t-il dit. Mais elle sera à la maison pour le dîner. Il ne comprenait toujours pas que nous n'allions plus être une famille. Plus comme avant. Papa, dit Emma alors que nous rangions après le petit déjeuner. Tu vas te marier avec quelqu'un d'autre? Je ne sais pas, ma chérie. Pourquoi? Parce que maman a dit que tu la détestais maintenant. Je ne déteste pas ta mère, mais tu es en colère contre elle. Oui, je suis en colère contre elle. Est-ce que tu cesseras d'être en colère un jour? J'ai regardé ma fille, cette belle fille innocente qui voulait juste que ses parents arrêtent de se battre et j'ai réalisé que Calvin avait raison. J'avais gagné la guerre, mais j'étais en train de perdre mes enfants dans le processus. J'espère que oui, lui ai-je dit. J'espère vraiment que oui. La confrontation que j'avais évitée a finalement eu lieu un jeudi après-midi de novembre. Je sortais du bureau de mon avocat après avoir signé l'accord final de garde partagée, les enfants vivant principalement avec moi, quand j'ai vu Rick attendre près de mon camion. Il avait l'air terrible, plus mince, plus vieux, avec le teint pâle d'un homme qui ne dormait pas bien. Les conditions de sa libération sous caution l'obligeaient à rester en ville, mais il ne pouvait pas travailler, ne pouvait pas voyager et ne pouvait pas contacter aucun de ses anciens associés. Danny, dit-il alors que je m'approchais, nous devons parler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Ton avocat n'approuverait pas. Je me fous de mon avocat. C'est entre nous. Je me suis arrêté à 3 mètres de lui. Assez près pour parler, mais assez loin pour m'enfuir si les choses tournaient mal. Que veux-tu, Rick? Je veux savoir pourquoi tu as fait ça. Fais quoi? Tu m'as empêché de t'éliminer. Tu sais que ce n'est pas ce qui s'est passé à la cabane. Vraiment? Parce que le rapport de police dit que tu as apporté des pilules dans un endroit isolé et que tu as essayé de les glisser dans ma boisson. J'ai apporté des somnifères parce que j'allais les prendre moi-même. J'allais m'éliminer moi-même, Danny, pas toi. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais qu'ils disent. Les abeilles. J'étais en train de me noyer. L'entreprise, la liaison, les mensonges, tout s'effondrait et je ne voyais pas d'issue. Je suis venu à la cabane pour m'excuser et ensuite en finir. Alors pourquoi ne l'as-tu pas dit à la police? Parce que mon avocat a dit que ça aggraverait les choses. Une tentative d'autodestruction ressemble à de la culpabilité, et la culpabilité signifie une peine de prison. J'ai étudié son visage, à la recherche des signes que j'avais appris à reconnaître. Mais Rick avait l'air vraiment brisé, vraiment désespéré. Même si c'est vrai, ai-je dit, ça ne change rien à ce que tu m'as fait, à ce que toi et Rachel avez fait. Je sais. Et je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de la pitié. De la pitié, l'affaire du FBI. Je sais que tu as fourni des preuves, des relevés financiers, des témoignages, des informations privilégiées. Sans ta coopération, il n'aurait jamais pu monter un dossier aussi solide. Il avait raison.
Et Sarah Chen fournissait des informations aux enquêteurs fédéraux depuis des semaines. Toutes provenant de mon enquête sur leurs activités. Tu as commis les crimes, Rick. J'ai juste fait en sorte que les gens le découvrent. Ces autres entrepreneurs, ceux que j'aurais soi-disant volés, la plupart de ces vols n'en étaient pas. C'étaient de mauvais investissements, des accords qui ont mal tourné. Certains d'entre eux étaient des vols. Peut-être, mais pas pour 2 millions de dollars. Le FBI gonfle les chiffres pour que l'affaire ait l'air plus grosse. Ce n'est pas mon problème. Ça les si tu as encore une conscience. J'ai ressenti un éclair de l'ancienne colère. Une conscience? Tu veux parler de conscience? Tu as baisé ma femme, volé mon entreprise, vidé mes comptes bancaires et essayé de me faire passer pour un malade mental. Elle était où ta conscience à ce moment-là? Tu as raison. J'étais un lâche et un voleur. Mais je n'ai jamais été un boucher, Danny. Et je n'ai jamais voulu te détruire. Je voulais juste ce que tu avais. Eh bien, félicitations. Tu l'as eu pendant environ 6 mois. Je n'ai rien eu. Rachel ne m'aime pas. Elle ne m'a jamais aimé. Elle se servait de moi comme elle se servait de toi. La seule différence, c'est que j'ai été assez stupide pour croire que c'était réel. Il y avait quelque chose dans sa voix, une note de douleur authentique qui m'a fait m'arrêter. Qu'est-ce que tu veux dire? Toute cette histoire était son idée. La liaison, la prise de contrôle de l'entreprise, même la cabane. Elle nous a manipulés tous les deux. Tu mens. Vraiment? Quand Rachel a-t-elle suggéré pour la première fois que j'investisse dans ton entreprise? J'ai réfléchi. Il y a 2 ans. Tu as dit que tu avais des capitaux supplémentaires. Elle m'a dit que tu avais besoin d'investisseurs. Elle a dit que tu avais des problèmes d'argent, mais que tu étais Rob fier pour demander de l'aide. Je n'avais pas de problème d'argent. Je le sais maintenant. Mais elle m'a montré des états financiers qui suggéraient le contraire. Des états falsifiés. Je crois que j'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Continue de parler. Elle a dit que tu pensais à vendre l'entreprise. Que si j'achetais des parts en tant qu'associé, je pourrais t'aider à te retirer progressivement, peut-être à prendre ta retraite. Je n'ai jamais rien dit à propos de la retraite parce que tu n'as jamais rien su du plan, des transferts d'actions, des sociétés écrans. C'est elle qui a tout mis en place. Je n'ai fait que signer là où elle me disait de signer. Tu essaies de rejeter la faute. J'essaie de te dire la vérité. Finalement, Rachel a tout orchestré. Je n'étais que les muscles et la liaison. Rick avait l'air vraiment honteux. C'était réel. Du moins, c'est ce que j'ai ressenti. Mais en y repensant, elle m'a séduit. Danny, méthodiquement, elle m'a fait tomber amoureux d'elle pour que je fasse tout ce qu'elle demandait, y compris essayer de t'éliminer. Je t'ai dit que ce n'était pas. Il s'est arrêté. Tu crois réellement que je suis venu à cette cabane pour te tuer? Les preuves le suggèrent. Quelles preuves? Des somnifères et une bouteille de whisky? Danny, si je voulais ta mort, il y a des centaines de façons plus faciles de le faire. Je suis un gars de la construction. Je connais les accidents. Il marquait un point. Et malgré tout, Rick n'était pas stupide. S'il avait voulu ma mort, il ne l'aurait pas fait d'une manière aussi évidemment suspecte. Alors, quelle est ta théorie? Ai-je demandé. Je pense que Rachel m'a envoyé là-bas pour avoir exactement cette conversation, pour m'excuser, pour essayer de faire la paix. Je pense qu'elle savait que tu réagirais comme tu l'as fait. Pourquoi voudrait-elle ça? Parce que si je suis en prison, je ne peux pas témoigner de son implication dans les crimes financiers. Et si toi et moi sommes ennemis, nous ne comparons pas nos notes sur la manière dont elle nous a manipulés tous les deux. Je suis resté là, sur le parking, essayant de comprendre ce que Rick me disait. S'il avait raison, si Rachel avait orchestré non seulement la liaison et le vol, mais aussi la confrontation à la cabane, alors j'avais été manipulé encore plus complètement que je ne l'avais réalisé. Pourquoi me dis-tu ça maintenant? Ai-je demandé. Parce que mon avocat pense que je peux obtenir un accord si je coopère. Témoigner contre Rachel. Fournir des preuves de son rôle dans les crimes financiers. Peut-être éviter la prison fédérale. Et tu veux ma bénédiction? Je veux que tu saches la vérité. Ce que tu en feras dépend de toi. Il s'est tourné pour s'éloigner, puis s'est retourné. Pour ce que ça vaut, Danny, je suis vraiment désolé.
Pas seulement de m'être fait prendre, de tout ça. Tu étais un bon ami, et j'ai trahi cette amitié. Je le regretterai pour le reste de ma vie. Moi aussi, ai-je dit. Après son départ, je me suis assis dans mon camion et j'ai appelé Calvin. Rick dit que c'est toute l'idée de Rachel, lui ai-je dit. Bien sûr qu'il le dit. Il risque 20 ans de prison fédérale. Mais s'il a raison? Est-ce que ça a de l'importance? Ils t'ont tous les deux trahis. Ils ont tous les deux participé de leur plein gré. Ça a de l'importance parce que si Rachel nous a manipulés, Rick et moi, l'un contre l'autre, alors elle nous manipule encore. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé à travers le parking le tribunal avec lequel je venais de signer les papiers de garde où Rachel et moi avions officiellement mis fin à notre mariage. Où Rick serait finalement jugé pour des crimes financiers. Je vais découvrir jusqu'où ça va, ai-je dit. La vérité est venue d'une source inattendue, Melissa, la sœur de Rachel. Elle s'est pointée à mon appartement un vendredi soir, ivre et en pleurs. Je ne peux plus faire ça, dit-elle, en me poussant dans le salon. Faire quoi? Mentir pour elle, la couvrir, la regarder détruire tous ceux qui s'approchent d'elle. Melissa s'est assise lourdement sur mon canapé. Elle avait 3 ans de moins que Rachel, était célibataire et avait toujours été le mouton noir de la famille. Jusqu'à récemment, j'avais supposé que Rachel essayait de l'aider à remettre sa vie sur les rails. De quoi tu parles, Melissa? Tout. La liaison, l'argent, l'entreprise, tout ça était prévu. Rick m'a dit la même chose. Rick ne sait pas la moitié de ça. Elle a sorti son téléphone et m'a montré une série de textos. Rachel prévoit de divorcer de toi depuis 2 ans. Les messages étaient entre Rachel et Melissa et remontaient à 24 mois. Il détaillait un plan systématique pour extraire un maximum d'avantages financiers de notre mariage tout en minimisant le risque juridique de Rachel. Elle a commencé à coucher avec Rick pour avoir accès au registre de ton entreprise. Melissa a dit que la liaison n'était pas une question d'amour ou même de désir. C'était une question d'information. Des informations sur quoi? Tes actifs, tes mots de passe, tes contacts professionnels. Tout ce dont elle avait besoin pour transférer des richesses sans que tu le saches. J'ai fait défiler les messages, ma colère augmentant à chaque révélation. Elle a utilisé l'investissement de Rick comme moyen d'accéder légitimement au compte de ton entreprise, a poursuivi Melissa. Une fois qu'elle a eu cet accès, elle a commencé à détourner de l'argent vers des comptes offshore. Combien d'argent? Plus de 300 000 $ provenant de ton entreprise seulement, plus les 47 000 de tes comptes personnels, plus la valeur de ton équipement et de tes outils. Jésus-Christ, ça empire. Elle a contracté une deuxième hypothèque sur la maison sans te le dire. Elle a utilisé ta fausse signature et sa procuration. J'ai levé les yeux de mon téléphone. Combien? 200 000. L'argent a été versé sur un compte planqué aux îles Caïmans. Comment je sais tout ça? Parce que je l'ai aidé à mettre ça en place. Melissa s'est remise à pleurer. Je suis juriste assistante, tu te rappelles? Je sais comment préparer des documents légaux, comment falsifier des signatures, comment transférer de l'argent sans laisser de traces évidentes. Pourquoi? Parce que c'est ma sœur et qu'elle m'a dit que tu étais violent. Elle m'a montré de erronées photos de bleus, de faux dossiers médicaux attestant de blessures. Elle disait qu'elle avait peur de toi, mais qu'elle ne pouvait pas partir parce que tu contrôlais tout l'argent. Et tu l'as cru? Elle est très convaincante. Et il faut que tu comprennes, Rachel me manipule depuis qu'on est gamine. Elle sait exactement sur quel bouton appuyer. J'ai repensé à la réaction de Rachel quand je l'ai surprise avec Rick. La voix calme, les réponses calculées, le passage immédiat à me faire douter de mes propres perceptions. Quand as-tu réalisé qu'elle mentait? Quand Rick s'est fait arrêter. Elle m'a appelé en riant, littéralement en riant de voir comme tout avait parfaitement fonctionné. Son amant était en prison. Son mari était isolé et vulnérable. Et elle avait assez d'argent caché pour disparaître quand elle le voudrait. Mais l'arrestation de Rick ne faisait pas partie du plan. Non, ça, c'est ton coup. Et ça l'a effrayée. Pour la première fois, quelqu'un ripostait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Melissa essuya ses yeux et me regarda droit dans les yeux. Elle a l'intention de s'enfuir. Daniel, prend les enfants et disparaît. Elle ne peut pas. L'accord de garde. Elle se fiche de l'accord de garde. Elle a préparé de nouvelles identités, de nouveaux comptes en banque, tout.
Elle a besoin de recommencer ailleurs. Quand? Bientôt? Peut-être ce week-end. J'ai senti la panique monter en moi. Peu importe ce que Rachel m'avait fait, ce qu'elle avait volé ou détruit, je pouvais vivre avec. Mais je ne pouvais pas vivre sans mes enfants. Où irait-elle? Je ne sais pas, mais j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. Elle m'a tendu une clé USB. Des copies de tout. Des relevés bancaires, des documents falsifiés, de la correspondance avec des banques offshore, même des enregistrements de certaines de nos conversations. Tout est là. Pourquoi me donnes-tu ça? Parce qu'Emma et Jake méritent mieux qu'une mère qui les traite comme des pions dans son jeu. Et parce que j'en ai marre d'être complice des crimes de quelqu'un d'autre. Ce soir-là, j'ai convoqué une réunion d'urgence avec mon avocat, l'agent du FBI chargé de l'affaire Rick et Calvin. Nous nous sommes retrouvés au bureau de Jim Pattesson à minuit. Si ce que dit Melissa est vrai, dit l'agent Martinez après avoir examiné la clé USB, alors Rachel risque des accusations de blanchiment d'argent, de fraude, d'enlèvement et d'usurpation d'identité. Des accusations fédérales. Pouvez-vous l'empêcher de partir avec les enfants? On peut essayer, mais on a besoin de plus que le simple témoignage de sa sœur. On a besoin de preuves corroborantes. Je peux vous procurer des preuves, dit Calvin. Nous l'avons tous regardé. Quel genre de preuves? Demanda l'agent Martinez. Le genre qui la mettra en prison pour le reste de ses jours. Le plan était simple et dangereux. Calvin devait contacter Rachel, prétendant avoir des preuves qui pourraient me détruire dans l'affaire de la garde des enfants. Il a convenu de la rencontrer à l'ancienne cabane, le même endroit où Rick et moi avions eu notre confrontation. Pendant leur rencontre, l'agent Martinez placerait des équipes pour enregistrer la conversation et arrêter Rachel si elle avouait ses crimes. Et si elle ne mord pas à l'hameçon, ai-je demandé. Elle mordra, dit Calvin. Parce qu'elle est désespérée, et les gens désespérés font des choix stupides. Et si elle mord à l'hameçon, mais ne s'incrimine pas, alors on la suit et on l'attrape en train de s'enfuir avec les enfants. C'était une longue chance, mais c'était la seule chance qu'on avait. Le lendemain matin, Calvin a passé l'appel. Rachel, c'est Calvin, elle. Frère de Daniel. Il faut qu'on parle. Rachel a mordu à l'hameçon. Calvin a convenu de la rencontrer à la cabane samedi après-midi, prétendant avoir des preuves qui détruiraient mon dossier de garde et promettant de les lui vendre pour 50 000 $. J'ai regardé toute la scène se dérouler depuis une camionnette de surveillance garée à 1 kilomètre, écoutant à travers le micro que Calvin portait. Vous avez dit que vous aviez quelque chose qui pouvait m'aider. La voix de Rachel est sortie clairement de l'équipement d'enregistrement. J'en ai, mais d'abord, je dois comprendre à quoi on a affaire. Dans quelle mesure êtes-vous vraiment en difficulté? Je n'ai aucun problème. Mon mari est un homme vindicatif qui essaie de me détruire parce qu'il ne supporte pas d'être rejeté. Allons, Rachel. Je suis au courant pour l'argent, les comptes offshore, les documents falsifiés, les fausses identités. Mon frère est peut-être naïf, mais pas moi. Il y eut une longue pause. Qu'est-ce que tu veux, Calvin? Je veux conclure un accord qui profite à nous deux. Quel genre d'accord? J'ai des enregistrements de Daniel planifiant le coup monté de Rick. Des aveux qu'il a fabriqué des preuves, manipulé des témoins, et même menacé d'éliminer Rick s'il ne coopérait pas à l'enquête du FBI. Tout cela était bien sûr des mensonges, mais Rachel ne le savait pas. Si c'est vrai, pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police? Parce que Daniel est mon frère. Je ne veux pas le détruire, mais je ne veux pas non plus voir une femme innocente se faire piéger. Je suis loin d'être innocente. Sûrement pas. Mais vous n'êtes pas le monstre qu'il prétend que vous êtes. Qu'est-ce que tu veux? En échange des enregistrements. 50 000 $ et une promesse que vous disparaîtrez discrètement. Emmenez les enfants quelque part où Daniel ne pourra pas les trouver et recommencer à zéro. Je ne peux pas simplement disparaître avec les enfants. C'est un enlèvement. Pas si vous les protégez d'un père violent. L'agent Martinez m'a regardé et a secoué la tête. Rachel était trop prudente, trop intelligente. Elle n'allait pas s'incriminer avec de vagues déclarations sur le fait de disparaître. Mais Calvin a alors joué son atout. Je suis au courant pour les comptes des îles Caïmans, dit-il. Et alors? Je sais d'où vient l'argent, les fonds d'entreprise détournés, la deuxième hypothèque, les actifs liquidés. Je suis également au courant des nouvelles identités que vous avez fait faire. Vous ne savez rien. Sarah Morion, 38 ans, mère divorcée de 2 enfants.
C'est votre nouvelle identité, n'est-ce pas? Et Emma et Jake deviennent les enfants de Sarah avec de nouveaux certificats de naissance et numéros de sécurité sociale. Le silence de Rachel s'est prolongé pendant 30 secondes. Comment savez-vous ça? Demanda-t-elle finalement. Parce que je vous ai aidé à mettre ça en place. D'après vous, qui Melissa a-t-elle obtenu les faux documents? J'ai des contacts en prison. Des gens qui se spécialisent dans les nouvelles identités. Cela devenait dangereux. Calvin improvisait maintenant, faisant des affirmations qui pourraient se retourner contre lui si Rachel le prenait au mot. Vous mentez, dit-elle. Vraiment? Vérifiez votre téléphone. Il y a eu une pause, puis la respiration haletante de Rachel. Comment avez-vous eu ces photos? Calvin lui avait envoyé des photos. Je ne pouvais pas les voir depuis la camionnette, mais l'agent Martinez enregistrait tout. Votre nouveau permis de conduire, votre nouveau passeport, les certificats de naissance d'Emma et Jake. J'ai des copies de tout. C'est du chantage. C'est du business. Vous me payez 50 000 $. Je supprime les copies et je me tais sur les crimes de Daniel. Vous ne me payez pas et je transmets tout au FBI. Je n'ai pas 50 000 $ en espèces. Mais vous pouvez les retirer des comptes des îles Caïmans. Ces comptes sont gelés, certains d'entre eux. Mais vous avez de l'argent caché ailleurs, dans des endroits que le FBI ne connaît pas encore. Un autre long silence. Il pourrait y avoir de l'argent en Suisse, finit-elle par dire. L'agent Martinez sourit et me fit un signe de pouce levé. On l'avait. Combien d'argent? Demanda Calvin. 400 000, peut-être plus. C'est difficile de s'y retrouver. Bon sang, Rachel, combien lui as-tu volé? Je n'ai rien volé. J'ai pris ce à quoi j'avais droit en tant que sa femme en falsifiant sa signature et en vidant ses comptes à son insu. En me protégeant d'un homme qui devenait de plus en plus instable et violent. Des sottises. Daniel n'a jamais levé la main sur vous. Il n'avait pas besoin de le faire. Le détournement financier est toujours un détournement. La manipulation émotionnelle est toujours une manipulation. Et coucher avec son meilleur ami. Quel genre de détournement était-ce? C'était de la survie. J'avais besoin d'alliés et Rick était prêt à m'aider. Vous aider à détruire votre mari. M'aider à m'échapper d'un mariage qui m'étouffait. Calvin laissa le silence s'étirer, donnant à Rachel le temps de s'enfoncer plus profondément. Je n'ai jamais voulu que personne soit blessé, continua-t-elle. Mais Daniel m'a forcé à agir. Il n'allait jamais me laisser partir en paix. Vous avez donc décidé de partir avec son argent et ses enfants. J'ai décidé de partir avec ce qui m'appartenait de droit. Et si cela signifiait le faire passer pour un malade mental? Si cela signifiait que Rick l'élimine? Rick n'était pas censé éliminer qui que ce soit. C'était censé être une réunion de réconciliation. Réunion de réconciliation avec du whisky sédaté. Les pilules étaient censées rendre Daniel coopératif, pas inconscient. Rick était censé lui faire signer la cession de ses parts restantes dans l'entreprise. Et s'il refusait, on verrait ça plus tard. L'agent Martinez sautait presque sur son siège. Rachel venait d'avouer un complot, une fraude et une tentative de coercition sur un enregistrement fédéral. Assez, dit-il dans sa radio. Intervenez. L'arrestation s'est faite rapidement. Les agents fédéraux ont encerclé la cabane pendant que Rachel parlait encore, s'incriminant davantage à chaque mot. J'ai regardé à travers des jumelles durant qu'il la menottait et lui lisait ses droits Miranda. Elle avait l'air choquée, confuse, comme si elle ne comprenait pas comment son plan parfait s'était effondré. Calvin est sorti de la cabane et m'a fait un signe de la main à travers la distance. C'était fini. Le procès a duré 8 mois. Rachel a été reconnue coupable de 14 chefs d'accusation fédéraux et condamnée à 12 ans de prison. Rick a pleinement coopéré avec les procureurs et a bénéficié d'une réduction de peine de 4 ans. Melissa a purgé 6 mois de prison de comté pour son rôle dans la falsification de documents, mais a été libérée sur parole après avoir témoigné contre Rachel. L'argent, près de 600 000 $ au total, a été récupéré sur divers comptes offshore et m'a été restitué. Plus qu'il n'en fallait pour reconstruire l'entreprise, acheter une nouvelle maison et constituer des fonds d'études pour Emma et Jake. Les enfants se sont adaptés mieux que je ne l'avais prévu. Ils vivaient avec moi à plein temps maintenant, rendaient visite à leur mère une fois par mois à la prison fédérale de l'État. Ce n'était pas l'idéal, mais c'était stable. Emma était présentement au lycée, Jake au collège.
Ce sont de bons enfants, résilients, intelligents, gentils, rien à voir avec leur mère. Au 5e anniversaire de l'arrestation de Rachel, je suis retourné à l'ancienne cabane. L'État l'avait saisie dans le cadre du recouvrement des actifs, et elle avait été abandonnée depuis lors. J'ai traversé les pièces vides où une si grande partie de mon ancienne vie s'était terminée, en pensant à l'homme que j'avais été et à l'homme que j'étais devenu. Calvin avait raison sur la différence entre la justice et la vengeance. La justice, c'était Rachel en prison. L'argent restitué, les enfants en sécurité. La vengeance aurait été quelque chose de plus sombre, quelque chose qui m'aurait détruit en même temps qu'elle. J'ai sorti la dernière photo que j'avais de notre jour de mariage. Rachel en blanc, moi en smoking de location, tous les deux jeunes et stupides et croyant en l'éternité. J'ai posé la photo sur la table de la cuisine et l'ai allumée avec une allumette. Alors que les flammes consumaient notre passé, j'ai pensé à quelque chose que Rachel m'avait hurlé lors de son arrestation. Espèce de monstre. Peut-être que j'étais un monstre. Sûrement que c'est ce qu'il fallait devenir quand les gens essayaient de vous enterrer vivant. Mais j'étais un monstre qui avait protégé ses enfants, récupéré sa vie volée et veillé à ce que les personnes qui l'avaient trahi ne puissent plus jamais blesser personne d'autre. Certains hommes craquent sous la pression. D'autres brûlent tout autour d'eux. Moi. J'ai enterré mon ancien moi juste à côté des mensonges et je suis sorti de la tombe qu'ils avaient creusée pour moi. Et l'homme que j'étais autrefois ne me manquait pas. Je me suis éloigné de la photo en feu, de la cabane vide, des derniers vestiges de mon ancienne vie. Derrière moi, la fumée s'élevait dans le ciel d'automne comme une complainte funèbre pour l'homme qu'ils avaient essayé de détruire. Devant moi m'attendaient Emma et Jake, le dîner du dimanche et tout ce qui allait arriver à l'homme qui avait refusé de rester enterré. Fin.